Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques, un petit peu spécial aujourd'hui comme épisode puisque je suis avec Romain. Et avec Ben. Yes. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce que on va vous parler, vous avez vu, on s'est mis un petit peu en costume, on va vous parler des jeux de l'As d'Or 2024 parce qu'on est un tout petit peu après Cannes, le moment où on enregistre la vidéo, et il se trouve qu'on devait à Cannes enregistrer une émission du Pion et la Carte, le podcast qu'on avait commencé à faire et qui malheureusement n'a pas pu être réalisé pour diverses raisons. Bon, on n'a pas pu le faire et on a quand même envie de parler de ces jeux de l'As d'Or 2024, donc on s'est dit qu'on allait enregistrer une petite émission, juste les deux, et puis on va simplement critiquer les jeux des trois catégories. Alors on prendra pas la catégorie enfant, mais on parlera des 9 jeux qui avaient été sélectionnés dans les catégories initiés, experts et As d'Or jeu de l'année. On commence donc par la catégorie initiée, 3 jeux dans cette catégorie, et là l'éclat de la montagne, Cat in the Box et Far Away, le gagnant étant le 3e, Far Away. On va commencer par parler de Et là l'éclat de la montagne. Alors j'ai pris mes petites notes parce que c'est pas si simple. Un jeu de Jeffrey CCH, illustré par Roxy Dye, et édité premièrement dans son Kickstarter en VO chez Ice Makes, et c'est Yellow qui nous a fait la VF. Ben, vas-y, commence. Yes, merci. Effectivement, Et là et l'éclat de la montagne. Alors, je tiens à dire d'abord que je suis pas du tout joueur ni de jeux solo, ni de jeux narratifs. Donc, l'expérience de Et là et l'éclat de la montagne, c'était quelque chose d'assez inédit pour moi. J'ai trouvé le jeu assez intéressant sur l'aspect narratif qu'il a. Je trouvais que l'histoire était intéressante tout le temps. Donc j'ai joué les 5 chapitres quasiment d'une traite. Je les ai fait en 2 jours. Donc j'ai été assez vite. Et puis j'avais envie d'y revenir. Je me levais le matin d'ailleurs avant d'aller au travail pour les faire. J'avais envie d'y revenir parce que je voulais voir la suite de l'histoire. C'est pas tant le côté gestion de ressources assez simple au final du jeu qui m'a passionné. Cet aspect-là, j'ai trouvé quand même assez léger d'une manière générale et pas inintéressant, mais voilà, vraiment initié, on va dire même un petit peu moins au niveau de la gestion des ressources. J'ai pas trouvé que c'était trop exigeant ou quoi. Mais par contre, voilà, l'aspect narratif, j'ai pas trouvé qu'il y avait de répétition. Même dans les choix qu'on fait, je trouve pas qu'on revient plusieurs fois sur le même type de situation avec la réponse A qui amène à ça, la réponse B qui amène à ça. Je trouve qu'à chaque fois, on a renouvelé en fait la situation et j'ai beaucoup aimé justement l'aspect narratif qui était proposé par le jeu. Là où je mets un petit point noir, par contre, c'est sur la fin que j'ai eue. Alors bien sûr, je vais pas vous la raconter, mais il y a 3 fins différentes dans le jeu. D'une manière générale, en fait, il y a plusieurs fins possibles sur les différents chapitres qui amènent vers ces 3 issues finales possibles. Et donc, en fait, parmi ces 3 fins, il y en a 2 qui sont... Parce que du coup, je me suis permis de regarder les autres fins. Après, je me suis dit que je vais quand même pas tout recommencer. Je ne faut pas exagérer. Mais simplement, j'ai regardé les autres fins. Donc, il y en a 2, dont celle sur laquelle je suis tombé, qui sont à mon sens très très insatisfaisantes, très frustrantes en fait, parce que c'est pas vraiment des fins. C'est comme je trouve qu'il y a plein de séries qui finissent un petit peu comme ça où on sait pas du tout ce qu'il en est. Enfin, on a fait énormément d'efforts dans une direction particulière et en fait on n'a aucune réponse et je trouve ça très frustrant. Et il y a une des fins qui est supra bien écrite à mon sens. C'est vraiment là je suis on en discutait avec Romain avant, donc oui. Je suis vraiment à fond de la vie de Romain, il en remettra une couche, mais je trouve que c'est superbe la façon dont le sujet est amené et dont le dessin, l'écriture très simple, vraiment des dialogues amène à cette issue à laquelle je m'attendais pas du tout et qui est parfaite à mon sens. Mais c'est vrai que les 2 autres font totalement tâche à côté de ça et je discutais un petit peu avec les gars de chez Ice Makes, donc l'éditeur original, et il me disait que beaucoup de personnes en fait avaient ce retour-là et qu'ils avaient choisi de se concentrer sur le sens qui était donné à l'histoire. Et effectivement, il y a un sens particulier qui est donné derrière, bien sûr, mais voilà, c'est vrai que je trouve qu'en termes de gameplay, l'issue sur laquelle je suis tombé est un petit peu insatisfaisante. Voilà pour ma part. Romain, je te laisse continuer. Ouais. Alors moi, puzzle narratif solo aussi, donc c'est vrai que c'est pas le jeu le plus compliqué que tu fasses. Du solo, j'en fais un peu plus que toi. Moi, je fais du solo que si c'est narratif. C'est pour ça que, alors j'avais pas pledgé le KS, mais j'avais récupéré une boîte assez vite. Donc je l'ai joué il y a maintenant une paire d'années parce que je crois que c'était fin 2021 qu'on les avait récupérés. Mais 2 ans et demi ou un truc comme ça après, je suis encore marqué au fer rouge par cette histoire, par la fin qui m'a qui m'a vraiment elle m'a scotché complet, elle m'a accueilli complet, je l'ai pas vu arriver et elle m'a mis une grande gifle
J'ai énormément apprécié. Au début, tu te dis, je joue à un jeu pour gamins. C'est rappelé sur la page BGG. Si jamais vous regardez la page de Board Game Geek, c'est bien rappelé. Faites attention. Le sujet traité est un peu lourd ou lourd même. Et ne laissez pas un enfant y aller tout seul. Il faut l'accompagner. Il aura des questions et ainsi de suite. Mais vraiment, enfin, c'est un jeu, c'est des expériences qui te laissent quelque chose, quoi, et que t'oublies pas. C'est vrai que dans la mécanique, dans ce qui se passe, j'ai pas un souvenir mémorable des mécaniques du jeu, mais l'histoire, par contre, elle m'a complètement séché, et j'avoue que je pense que les gens du jury aussi ont dû avoir ce même retour, cette même impression à la fin, ce qui fait que je comprends parfaitement que le jeu s'intègre dans ce prix initié. Malgré sa proposition, on va dire, particulière de jeu solo, narratif, qui est pas très très évident à caler là. Mais bon, c'était écrit sur l'affiche, casser les codes. Bah, à première vue, avec celui-là, il cassait déjà les codes. Ah oui. Effectivement. Et alors, par contre, t'es tombé directement, toi, t'es tombé sur la fin qui est super, enfin, la vraie fin, entre guillemets, directement sur ta première partie, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai joué un peu, alors, comme quand j'étais petit et que j'avais joué le premier Zelda sur Nintendo 64, je crois que c'est Majora's Mask. Non, c'est pas Majora's Mask. Le tout premier, celui où t'as la première fois Ganondorf. Enfin, okay. Et dans ce Zelda, t'es Link tout bébé, enfin tout petit gamin. Et il est trop gentil. Il est gentil avec tout le monde, il a sa petite fée, il se balade. Alors il tape que sur des méchants, mais sinon il est vraiment cool avec tout le monde. Et je sais pas pourquoi, j'ai transposé Ella un peu comme ça, et ce qui fait que j'ai essayé de jouer sympa et cool. Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir les portes de cette fin, enfin, la fin du jeu, en fait. Et je vois. Effectivement. Ouais, donc du coup, c'est vrai que l'expérience est, enfin, si j'étais tombé directement sur cette fin-là, je pense que j'aurais eu un retour qui était un petit peu différent, même si bon, de toute façon, j'aurais quand même regardé pour avoir les deux autres fins, mais je trouve quand même que voilà, il y a un écart entre les deux qui est énorme. T'as regardé les deux autres fins aussi? Les deux autres, c'est un peu du die and retry, en fait. Ça t'invite à recommencer le jeu, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, je trouve. Et ouais, mais au final, t'as pas trop envie. Bah, ça t'embête de tout recommencer pour juste aller choper la fin, quoi. Surtout si tu tapes les deux autres avant, tu te refaire retourner une troisième fois, quoi. Ouais. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Bon, après, si tu tapes les deux autres, t'as vraiment pas compris le message, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est un petit peu rude. Au niveau de la taille de la boîte, moi, je me disais ça. Je m'attendais pas du tout à cette taille de boîte, à vrai dire. Quand je suis allé, c'est un ami qui me l'a prêté, d'ailleurs. Merci, Alex, pour la boîte, ça fait plaisir. Ouais, je trouve que la boîte est énorme. Alors, les cartes sont très grandes. Elles sont, tu me dis si je dis des bêtises, mais format tarot. En tout cas, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, elles sont hyper jolies, mais c'est vrai que du coup, la boîte est gigantesque et je m'attendais pas du tout à une telle boîte. Et c'est vrai que du coup, quand tu vois le jeu, entre guillemets, qui est proposé et la taille de la boîte, enfin, l'aspect massif du truc, ouais, je trouve qu'il y a un décalage entre les deux, quoi. Je m'attendais pas du tout à trouver une boîte comme ça, tu vois. Le jeu, en fait, j'ai l'impression qu'il casse les codes, j'y reviens encore une fois, mais il est solo, il est narratif, il a une histoire très particulière, il y a 2 fins sur 3 qui sont pas satisfaisantes, la boîte est bizarre. Après, il est issu d'un Kickstarter, donc qui dit Kickstarter dit on augmente le matos, les trucs, on fait tout en plus grand. Voilà, donc Yellow, je pense qu'ils se sont pas embêtés, ils ont fait, il y a un matos qui marche très bien, on va rester là-dessus, et voilà, quoi. Bien sûr. Par contre, ils ont fait un bel effort sur le prix, parce que de mémoire, sur le KS, j'étais autour des 70-80 €, hein, si je me gourre pas. Hein. Ah ouais, d'accord, et là en retail, t'as une idée du prix actuellement? Je dirais ça vaut quoi, 50 balles? Ouais, 45-50. Ouais, 45, ouais, j'en étais là. À vérifier, ok, mais bon, c'est chouette, effectivement. Hein. Après, c'est et ben, un bel effort en tout cas. Tout à fait. Mais bon, ça gagne pas. En l'occurrence, Ella et l'éclat de la montagne n'a pas gagné sur la catégorie initiée. Et puis, on va continuer si ça te convient. On va continuer. Ok, et ben on va pouvoir. Allez, on va s'intéresser du coup à Cat in the Box. Cat in the Box, c'est donc un jeu de Muneyuki Yokushi, illustré par Osamu Inoue, vous m'en voulez pas pour les notes, et publié initialement chez Obi Japan. Ça avait été porté à l'international par Béziers Games, en l'occurrence, il était arrivé pour le Salon des Scènes 2022, et en français, le jeu est localisé par Matago. Et donc, Cat in the Box, ça ne gagne pas. Et donc, Romain, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, Cat in the Box a cette particularité que toutes les cartes sont noires et que quand on les joue, on choisit la couleur de la carte.
C'est du jeu de pli, donc à la base, nous, ça nous intéresse fort, tous les deux. Nous, on est à fond là-dedans. On ressort de là plutôt... Enfin, moi, personnellement, je ressors de là insatisfait. Le jeu a ce petit plateau central où il faut créer un pattern, ce qui fait que déjà à 3 joueurs, ça marche pas. Je joue le 6, tu joues le 4, il joue le 2. Je joue le 6 de couleur, tu joues le 4, il joue le 2. Et on va créer des patterns comme ça, un peu chacun dans son coin. Donc ça se répète, il est redondant en plus, il est insatisfaisant, vraiment. On veut pas créer de paradoxe, donc on veut pas jouer une carte qui a déjà été jouée. Autrement dit, si j'ai un 6 et qu'il y a déjà le bleu et le vert de sortie, bah, il me reste le rouge et le jaune, et j'ai plutôt intérêt à réussir à jouer l'un ou l'autre. Ouais, il pourrait marcher sur le papier, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Les Japonais en plus sont très très forts dans les jeux de pli. On commence vraiment, enfin depuis le temps qu'on le répète, ça commence vraiment à se voir. Mais sur celui-là, j'ai l'impression d'un produit pas fini en fait. Et voilà. Pourtant, à Essen, donc 2022, comme tu dis, Béziers, sans faire trop de buzz, on fait vraiment le jeu que tout le monde voulait. Je me souviens de tombola pour avoir le droit d'acheter le jeu. Donc non seulement tu gagnais la tombola, mais tu avais le droit de dépenser ton argent derrière pour acheter le jeu. C'était devenu n'importe quoi. Vrai, oui, c'est arrivé chez Hobby Japan. J'étais pile devant quand ils l'ont fait. À la fin du salon, ils vendaient les boîtes, je crois que c'était les boîtes pour présenter le jeu. Ils les vendaient comme ça parce que les gens les voulaient à tout prix, quoi. Mais ouais, j'ai pas apprécié quand je l'ai découvert. J'y suis revenu 6 mois après, j'ai toujours pas apprécié. On l'a rejoué là à Cannes. Toujours pas apprécié, donc je pense qu'à un moment donné, on va faire une croix dessus, quoi. Voilà pour ma part. Yes, ouais, pour ma part, alors déjà, comme tu disais, c'est un jeu de pli. Alors là, nous, on est vraiment team jeu de pli à mort, donc juste pour ça, merci au jury de l'As d'Or d'avoir sélectionné un jeu de pli dans la catégorie initiée, ça nous fait très 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 plaisir. C'était pas le bon, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, on y reviendra. Mais voilà. Cat in the Box, pour revenir au jeu, Cat in the Box, à mon sens, c'est une idée géniale. Sur le papier, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça présente comme idée thématique? C'est de dire, on va jouer un jeu de pli sur l'idée du chat de Schrödinger. Donc c'est le fameux chat qui est dans la boîte avec le poison. On sait pas si, enfin tant qu'on n'a pas regardé dans la boîte, on n'a pas idée de s'il est vivant ou s'il est mort. Ça présente un petit peu globalement la théorie quantique et on a ça qui est transcrit dans le jeu de manière incroyable, je trouve, parce que les cartes n'ont pas de couleur. Donc, en fait, à tout moment, on n'est pas capable de dire si cette carte-là est jaune, ou verte, ou rouge, et c'est justement tout ce qui est retranscrit. Je trouve ça génial. Vraiment, sur le papier, je me suis dit, je vais adorer le jeu. J'ai très très hâte d'y jouer, et j'avais pas pu revenir avec SN22. J'étais un petit peu frustré. Bon. Il se trouve que ça ne fonctionne que sur le papier et c'est très dommage, mais effectivement on y a rejoué à Cannes et ça a confirmé nos impressions. En fait, on ne s'amuse pas quand on joue à Cat in the Box, c'est malheureux, mais on ne prend pas de... En fait, on a toujours cette... dans Passion Pli, on classe les jeux sur l'échelle réflexion fun. Et en fait, ici, je trouve que on est nulle part parce que c'est ni fun, ni trop orienté dans la réflexion, et c'est pas satisfaisant côté réflexion, et c'est pas marrant côté fun. Du coup, en fait, le problème, c'est ça, c'est que le jeu est pas bien positionné, et n'apporte vraiment rien de particulier qui amène à y revenir, je trouve. Et j'ai peut-être une réponse à pourquoi ça se passe comme ça, c'est parce que moi, ce qui m'amuse pas dans le jeu, c'est les patterns que je dois réaliser. Ça me plaît pas du tout. J'aime bien le système de paris, j'aime bien l'idée de base, j'aime le fait que ce soit du classique, me follow avec un atout, machin, bon, très bien. Mais je déteste devoir me paner à faire mes petites colonnes, lignes pour que ça se touche, machin. Ça m'énerve. En fait, ça me sort complètement du truc. J'ignore le pli, parce que je me concentre sur le tableau, et si je me concentre pas sur le tableau, je joue au jeu de pli, et du coup je prends un petit peu plus de plaisir, mais mes adversaires, eux, font des points sur le tableau que moi je fais pas parce que je l'ignore. Bon, du coup ça va pas. Donc je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui dans le jeu ne fonctionne pas, malgré une super idée au départ. Je pense que ce tableau met complètement par terre le jeu, et c'est dommage, parce que vraiment, tout allait dans la bonne direction, et je me disais... C'est vraiment le méga jeu et tout. Vraiment, SN22, j'étais surchaud et ça n'a pas pris. Tout le monde était chaud. Bien sûr, effectivement. On était... Après, je hypais jeu en danger.
Ouais, alors. Histoire de le répéter encore une Oui, fois. c'est vrai, il y avait de ça, mais au final, tu vois, il était hypé par Et c'est tout vrai le que, monde, entre guillemets, mais c'était le moment où on arrivait un petit Ouais. peu dans les jeux de pli. On n'était pas encore totalement à fond à ce moment-là. Et Nous, on n'était pas encore à fond. voilà, on avait déjà cette idée de dire, ouais, les jeux de pli, c'est vachement cool et tout ça. Et celui-là arrive à point nommé, on se dit, putain, on va pouvoir dire aux gens, regardez, notre passion, elle est super cool, les jeux de pli, c'est super cool. Et au final, le soufflet qui retombe complètement. Et c'est dommage. Après, il y a beaucoup de monde qui l'apprécie énormément. Alors, il y a beaucoup de monde c'est qui vrai. l'aime bien, il y a d'excellents retours et tout ça. C'est juste que après, on va avoir, c'est une critique que j'ai entendue, c'est que nous, on est tellement rendu loin dans le système du jeu de pli, on va tellement les chercher loin. Oui. Nos jeux. Là, enfin, je suis allé en chercher au Brésil dernièrement, tu vois. Et ce qui fait que, voilà, c'est ça. En fait, on connaît des jeux mieux. Ouais. Et je pense que ça biaise un peu notre jugement aussi de connaître des jeux qui sont mieux, tout simplement, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai que ce pattern central est chiant, et surtout si t'as pas la carte qui te permet de relier deux côtés, bah t'es frustré Exactement. milieu de game parce que tu sais que tu reliras pas, et du coup t'as même plus envie de faire tes plis en fait. C'est vrai. Mais si je devais le caler moi sur notre échelle, je le mettrais quand même du côté réflexion Oui. et pas fun. Non. Je le trouve pas fun. Non, c'est vrai, non, c'est pas fun, t'as raison, et c'est côté réflexion, mais réflexion frustrant. Et du coup, on passe, je trouve que l'aspect pli, la mécanique de pli passe au second plan à cause, justement, de ce système-là. Alors que pourtant, dans le jeu, il y a tout. Il y a même un système de pari. Le truc qu'on aime le plus, quasiment, dans le jeu de pli. On c'est a génial. même zappé de le dire au début. Mais le pari est totalement invisibilisé par ce système de grille qui fait que même si tu réussis ton pari et que tu fais n'importe quoi dans la grille, et bah t'as pas de points quand même. Et bah je trouve ça hyper Donc frustrant. c'est le pari qui valide la grille. C'est ça. Mais oui, tout à fait. Ouais. Bon, très bien. Bah voilà. Et il gagne pas, et bon, on n'est pas plus déçu que ça. Non, ça gagne pas, effectivement, et on n'est pas déçu, mais on est quand même content que ce soit un jeu de pli, on le redit quand même, et perdez pas votre élan, jury de l'Asdor, continuez en direction des jeux de pli. En plus, voilà, prenez-en un, si vous voulez. Il y en a quelques-uns qui vont sortir. On vous fait découvrir. Nous, il y a pas de souci. On vous en montre plein à balles, à profusion de jeux de pli. Oui, oh là là. Bon, très bien, mais on va passer aux gagnants quand même, puisque là, du coup, on arrive à la fin de cette catégorie. Allez. Tu nous présentes Faraway ? Bien sûr, Faraway, le gagnant donc, de Johannes Goupy et Corentin Lebras, illustré par Maxime Morin, édité chez Catch Up Games. Donc on est sur Faraway, un jeu que maintenant tout le monde connaît plus ou moins, parce que il a eu son buzz, il a eu sa hype, et à première vue elle est justifiée, vu qu'il gagne un prix quand même. Le but de ce jeu-là, le truc qui va bien, c'est qu'on joue des cartes de 1 à 8, et on va les scorer de 8 à 1. C'est là qu'est l'originalité totale de Faraway, parce que sinon on est sur un jeu de combo de cartes, dont on a fortement parlé dans les voituriers. On s'est même questionné sur pourquoi il nous avait rendu à ce point-là addict. Mais je suis en train de te couper la parole, et du coup je te la rends. Ça va, j'aime bien le jeu. Allez, très bien, on est parti. Faraway, donc, c'est un vrai jeu initié. À mon sens, là, je trouve qu'il est vraiment pile dans sa catégorie. Des fois, on se pose un petit peu la question, est-ce que ce jeu-là, il devrait être plutôt en famille, plutôt en expert, plutôt... Et là, en l'occurrence, je trouve que Faraway, ça représente exactement la catégorie initiée. On a un jeu de cartes, 15-20 minutes, un truc comme ça, jouable de 2 à 6, fonctionnant de 2 à 6, et ça, c'est pas commun. Ça, vraiment, je trouve que c'est déjà une grosse qualité, c'est-à-dire que là, il ne mente pas sur la boîte, le jeu marche dans toutes les configurations, et quoi qu'il arrive, ça dure à peu près le même temps. Et donc ça, je trouve que c'est déjà un avantage énorme. Enfin, moi, voilà, je suis aussi assez bluffé par le jeu. On a eu l'occasion de l'aborder. Effectivement, on se posait la question du caractère addictif du jeu, parce que c'est vrai que quand j'en fais une, j'ai tout de suite envie d'en refaire une deuxième derrière. Et avec les collègues, je pense que le midi, c'est le jeu de quand on sait pas à quoi jouer, on joue à ça, ou quand il nous reste un quart d'heure, on joue forcément à celui-là, parce que on sait que tout le monde l'apprécie et que tout le monde va essayer une nouvelle stratégie, ou de s'adapter un petit peu mieux aux cartes que ce qu'il avait fait la précédente, ou alors d'essayer de pourrir la partie d'un autre ou quoi. Je trouve que c'est sympa parce que il y a quand même, c'est un jeu qui a quand même de l'interaction. On joue en simultané, donc ça c'est ce qui fait que le temps redescend bien et qu'il y a quasiment pas de downtime dans le jeu. On joue en simultané, mais il y a quand même un système d'interaction, parce que il y a une rivière centrale, et quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va chouiner dans la partie, parce que vous allez forcément prendre la carte de quelqu'un d'autre. Et donc là,
À partir de là, on a la sensation de jouer. Alors, je dis pas que c'est vraiment le cas, qu'il y a vraiment plus d'interaction dans ce jeu-là que dans un autre petit jeu de ce type-là, mais simplement, on a beaucoup plus la sensation d'interagir avec les autres parce que ça chouine, parce qu'il y a tout de suite des anecdotes à raconter. Tu m'as pris la carte là, j'en avais absolument besoin. J'ai eu que les cartes de 60 à 68. Enfin voilà, c'était vraiment. Je trouve c'est vraiment des trucs. C'est un jeu à anecdote en fait qui va se raconter et un jeu à high score puisque justement, on va essayer de faire le meilleur score quand on s'approche des 100 points, on sait qu'on devient vraiment bon. Et donc, c'est là où je trouve que ouais, le jeu a plein de choses à offrir et il s'adresse à... Allez, on va dire que la limite, c'est vraiment la famille ou les gens qui sont nettement moins à l'aise avec les jeux et qui veulent pas forcément prendre le temps de calculer ou de comprendre cette mécanique de scoring à l'envers, qui prend quand même un petit peu de temps, donc on est quand même dans l'initié. Mais sinon, il s'adresse vraiment à un maximum de gens, même nous qui cherchons des jeux un petit peu plus poussés ou quoi, on est complètement sous le charme, quoi. Et donc voilà, je pense que tu diras pas le contraire dans ce que je raconte pas là. Du tout. Je te laisse continuer alors. Mais oui, carrément, ouais. La famille, la famille, tu peux pas le jouer par-dessus la jambe, parce que si tu joues par-dessus la jambe, tu fais n'importe quoi et tu retireras aucun plaisir. La première partie également est très déroutante, parce que tu sais pas où tu vas et t'as aucune idée de comment ça marche. Faut voir une première fois ce scoring, faut comprendre un peu ces mini-cartes bonus temple pour voir ce qu'elles apportent, tous les trucs, les possibles. Mais une fois que t'as passé tes 1, 2, 3 premières parties de vraiment découverte et tout, moi perso, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner jusqu'à ce que je connaisse les cartes, que je sache, j'ai telle carte en main au début, je peux aller vers là ou là. Alors, si vous connaissez pas le jeu et que vous voulez vous y mettre, moi je vous conseille une seule chose, c'est vous mettez en place la variante dès le début. La variante, c'est vous commencez avec 5 cartes en main chacun, et vous en remettez 2 dans le paquet. Vous commencez pas avec 3 cartes sèches, parce que 3 cartes sèches, ça vous bloque vraiment le truc. Avec 5, vous pouvez déjà créer quelque chose. De toute façon, on a 3 cartes en main, il faudra en poser 8, donc il y en a au minimum 5 qu'on ne connaît pas. Et il faudra s'adapter à ce qui va sortir dans cette rivière. C'est ça que j'aime aussi beaucoup dans Far Away. J'ai vu des critiques négatives là-dessus, sur le fait qu'on savait pas où on allait, mais moi j'aime bien, il faut t'adapter en permanence, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Mais oui, il mérite amplement son as d'or. C'était notre chouchou, de toute façon. On voyait, enfin, vu ce qu'on a dit des deux autres, alors, au début, on voyait pas Ella gagner parce que narratif, parce que solo. On va voir avec la catégorie expert que les jeux complètement atypiques peuvent s'en sortir très très bien. Absolument. Et Cat in the Box, on connaît des jeux de pli bien mieux et il nous avait pas laissé un bon goût dans la bouche. Donc ce Far West détachait clairement de toute façon. Ça me paraissait. Enfin, ouais, absolument. C'était pas Nova l'année dernière, si vous voulez. Ouais. Mais il se détachait bien par rapport aux autres. Il était, pour moi, il était vraiment au-dessus du lot et il y avait peu de doute en fait. En fait, ça aurait été une surprise que ce soit pas lui qui soit sacré as d'or initié parce que il a tellement fait de bruit et tellement fait parler de lui, il fédère en fait tellement de joueurs autour de lui que j'aurais pas compris. Je pense que il soit mis de côté. Donc voilà, c'est une très belle victoire et donc bravo aux personnes qui ont travaillé sur le jeu puisque c'est un superbe jeu. Ketchup. Yes. On va continuer avec la catégorie expert, donc c'est celle qui a priori s'adresse le plus à nous. On a donc 3 jeux très différents qui ont été sélectionnés cette année. On a un jeu plutôt léger, qui est à mon sens un petit peu entre 2 catégories. Un jeu très classique et un jeu pas du tout classique, justement, à l'opposé total. Et au final, le gagnant, c'est, comme vous le savez, la Familia. Le jeu pas du tout classique, justement, sur le papier. Le jury a décidé de récompenser l'audace. Et donc ça, je trouve que c'est très très chouette. Et on va les passer en revue. On va commencer par le Château Blanc, ou celui qui, à mon sens, est le plus entre 2 catégories. Donc White Castle, de son titre original, par les auteurs Isra Shey S, autrice, illustré par Johan Gardier et édité en premier lieu chez Devir. Il a été localisé en français par Yellow et donc ce sont les auteurs qui ont notamment travaillé sur la Cathédrale Rouge. Donc c'est une sorte de, je pense que ça formera un triptyque en fait, donc Cathédrale Rouge, Château Blanc, il y aura ensuite un troisième certainement et ils ont aussi travaillé sur Shinkansen à l'origine. Et donc voilà, le Château Blanc, 9 tours, un jeu ma foi qui est
Ouais, qui est le plus entre deux catégories. On a à peine à 3 sur l'échelle de poids BGG. Et donc, Romain, qu'est-ce que t'en as pensé? Allez, c'est parti. Ce château blanc, ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai pas compris ce qu'il faisait là. Carrément. La première chose que j'ai regardé, c'est que j'ai fait ce qu'on fait toujours. Ce que Laurent Lecomte nous a toujours dit de faire, c'est aller regarder l'échelle de poids BGG. Donc, je suis allé la regarder. Et j'ai regardé les 3 experts de cette année et les 3 experts de l'année dernière. L'échelle de poids, je vous la fais en très vite, c'est on met une note de 1 à 5. 5, c'est un jeu qui est tellement compliqué que personne comprend. Et 1, c'est un jeu où c'est en gros la bataille. On retourne une carte et celui qui a la plus grande a gagné. Un peu comme Challengers, tu vois. Ah, voilà. C'est la voie initiée de l'année dernière. J'aime bien mettre des tirs comme ça. Bref. Donc ici, on est à 3, là où les 5 autres sont à 4, clairement. Donc il a 1 point de moins, ce qui est quand même assez énorme, je trouve, en écart de poids. Il a une petite boîte aussi. Alors, petite boîte, ça veut pas dire que c'est un jeu moins expert pour autant, mais visuellement, on se dit, tiens, c'est bizarre qu'il soit là. Et après, le gameplay, on n'a que 9 actions en 3 manches, donc 3 x 3. Ça va très très vite. Ouais. Alors ok, on va faire des combos, ce qui fait qu'on va s'en sortir à faire plus de trucs à droite, à gauche. Il y a des dés, mais ils sont plutôt très bien maîtrisés, puisqu'on peut prendre que le plus faible ou le plus fort, donc en général, ça se passe bien. Enfin, ça s'en sort bien, et pas trop hasardeux. Il est joli, mais j'y retire aucune satisfaction. Enfin, aucune. J'y retire pas trop de satisfaction. Je l'ai rejoué il y a pas longtemps encore, parce que des potes voulaient le découvrir justement à Cannes. J'attends la fin de la partie en fait et j'y ai pas tant que ça de plaisir. Je comprends que il est beaucoup plus parce que pour moi c'est le plus accessible des 3. C'est très clair. C'est celui qui fait le plus consensus, même si on va voir qu'avec Darwin c'est un jeu qui avait aussi bien fait consensus, mais parmi des gros jeux experts on va dire. Là lui il fait consensus parce qu'il va te ramener des joueurs de l'initié qui vont dire moi ce jeu là je peux le jouer tout simplement parce que celui-là je le comprends, les 2 autres ils sont trop gros pour moi. Du coup, ça marche pas dans Expert si lui il marche parce qu'il est trop, on va dire, facile ou simple de prise en main. C'est ma vision du truc et il y a plein de paramètres qui font que, alors le jeu est pas mauvais, mais je comprends pas ce qu'il fait à cet endroit-là du palmarès de l'As d'Or. Ouais, bien sûr. Et c'est sur ça que va se tourner ma critique, plus que sur le jeu en lui-même, qui tourne, qui est pas ma cam, mais qui tourne. Voilà pour ce que je peux en dire. Ok, très bien. De mon côté, je trouve que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est assez surprenant qu'il se soit retrouvé dans la catégorie expert. Maintenant, le problème, c'est que de le mettre dans l'initié, c'est quand même, tu vois, il y a un gap énorme. Ah oui, il y a un gap énorme, je trouve, entre Faraway et celui-ci, par exemple. Et donc, au final, je saurais pas où le mettre ailleurs. À mon sens, c'est presque un jeu passerelle. Moi, je l'aurais pas mis. Alors moi, je l'aurais pas mis non plus. Mais bon. Je l'aurais pas mis parce que j'aurais mis un autre jeu expert et je l'aurais pas mis dans initié parce que les 3 initiés ça me va très bien. Ouais, c'est vrai. Je pense que il est bien ni dans l'une ni dans l'autre. Je comprends que peut-être il aurait énormément plu, il voulait le mettre. Mais pour moi, il y a d'autres jeux qui pouvaient aller là. Ouais, moi je trouve que on est dans le jeu qui permet d'arriver dans cette catégorie expert justement et qui permet de faire la transition. En douceur entre guillemets parce que c'est un jeu qui est ramassé, je trouve, sur tous les aspects. Donc c'est ramassé en termes de règles. On a des règles qui sont quand même relativement accessibles, avec plusieurs lieux, c'est très défini. Voilà, on peut faire ça. On a exactement 9 tours au cours de la partie. À la fin des 9 tours, c'est terminé, on compte les points. Il y a un système de dés qui est central et qui permet de faire des actions. Voilà, il n'y a pas 36 manières en fait de s'y prendre. Au niveau des règles, ça donne ça. C'est ramassé en termes de temps de jeu, puisqu'on va jouer 9 tours, effectivement, malgré le fait qu'il y ait des combos, ça reste quand même assez court en termes de timing. D'ailleurs, moi je trouve que les configurations 2 et 3 sont meilleures que la configuration 4. Je trouve qu'au final, voilà, c'est un jeu qui permet à des joueurs qui n'ont pas envie de s'investir trop longtemps ou investir trop de temps ou à lire les règles pendant trop de temps ou à galérer pour les ressortir justement aux autres joueurs. Je trouve que ça permet à ces joueurs-là de quand même faire un jeu qui est consistant parce qu'il y a quand même des choses à faire à l'intérieur du jeu et c'est pas si simple au final. Il y a quand même vraiment une stratégie à adopter et des choix à réaliser, ça c'est concret, mais qui pour moi est un petit peu frustrant parce qu'effectivement
9 tours, c'est vraiment trop court. En fait, j'ai pas le temps de développer ce que j'aurais envie de mettre en place. Le mini moteur qu'on pourrait envisager avec le système de jardinier justement n'a pas le temps de se développer réellement. En fait, parce que vous allez récupérer que très peu de récompenses au cours de la partie et une fois que vous avez quand même vous commencez à accumuler quelques trucs, hop, ça s'arrête. Et donc voilà, c'est un tout petit peu dommage. Maintenant, voilà, c'est un choix du jury. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir mis des jeux qui sont très différents les uns des autres. J'aurais pas compris qui gagne la catégorie expert. En fait, s'il avait gagné la catégorie expert, je me serais dit, on fait demi-tour, on retourne en arrière par rapport à l'an passé où on a vraiment une sélection qui est ultra solide, nettement plus classique. L'année dernière, on a vraiment 3 jeux qui sont pour moi dans la même catégorie. Et Fédération. C'est ça, Ark Nova, Fédération et Carnegie. Et donc ces 3-là étaient plus, à mon sens, c'était plus semblables les uns aux autres. Ici, on fait le choix d'une diversité, mais par contre, le choix final, donc la sélection finale, celui qui va gagner l'Asdor Expert, c'est un vrai jeu expert, et donc on continue dans cette direction-là. Et je trouve que c'est excellent de la part du jury. De toute façon, moi, je suis conquis par les choix du jury de cette année. C'est pas forcément ceux que j'aurais fait, mais je trouve vraiment qu'ils ont choisi une direction qui me ressemble et qui me refait avoir de l'intérêt pour l'As d'Or que j'avais lâché un petit peu, j'avoue. Jusqu'à l'année passée, je m'étais dit, l'As d'Or, c'est plus pour nous. C'est ce qu'on discutait de ça, justement. Exactement. On s'était dit, en fait, l'As d'Or, c'est terminé, on va arrêter de suivre parce que ça nous concerne plus. Et ben maintenant, l'As d'Or, c'est aussi pour nous et ça s'adresse aussi à des joueurs qui en veulent plus. Et donc simplement, voilà, je pense que c'est des très bons choix qui ont été réalisés et le changement s'opère depuis l'année dernière. Et là, on voit qu'on arrive sur quelque chose de stable, d'établi et qui va dans une direction qui me plaît. Tout à fait. Non, vraiment, c'est vrai que l'As d'Or, moi aussi, je m'en détournais de plus en plus. J'avais persuadé que c'était terminé, c'était plus pour nous. L'époque des Terraforming Mars et tout ça était révolu. Et que ça partait sur du plus commercial, on va dire, et que c'était fini, il fallait passer à autre chose, quoi. Ah non, et au final, tu vois, pour avoir des trucs qui nous plaisaient. C'est ça. Mais pas du tout. Il nous rattrape par le callback là, et heureusement, et j'en suis très content. Du coup, mais ce château blanc est bizarre. Bref, c'est. Voilà. Moi, j'aurais juste pas mis. Je comprends. Bon, moi, j'accepte, honnêtement. J'accepte surtout le fait qu'il ait pas gagné. Ça, c'est quand même bien. Bon, très bien. On va passer au jeu suivant. Donc, on continue avec Darwin Journey, celui qui paraissait le plus solide des 3. Alors, pour la fiche technique, on est sur Monsieur Luciani et Mangone aux mécaniques, Paolo Voto à la palette. C'est issu lui aussi d'un Kickstarter, tiens, étrange, fait par Thundergriff Games au début. L'AVF nous arrive par BlackRock Games. Et on est sur un jeu pose d'ouvrier, tout à fait classique, gestion de ressources. On peut juste spécialiser ses ouvriers en plus, mais voilà. Donc Ben, dis-nous tout. Pourquoi est-ce que ce jeu-là aurait peut-être dû gagner ou pas ? Je sais pas s'il aurait dû gagner. Moi, je suis très content du choix qui a été fait, le choix de finale de se porter sur la Familia. Effectivement, Darwin's Journey, il avait tout pour gagner. Il est effectivement très classique, donc on n'est pas du tout sans repère. Et dans ce côté classique, je trouve que tout ce qu'il propose, toutes les mécaniques qu'il va proposer à l'intérieur du jeu, tous les différentes actions, les différents emplacements, la façon dont on gère nos ouvriers, cette spécialisation justement qui apporte un petit peu d'originalité, je trouve que tout fonctionne. Tout est bien dosé, on a un rapport temps-profondeur qui est super bien équilibré à mon sens, on joue 2 heures et on a des vrais choix à réaliser pendant la partie, moi je trouve ça très très bien. Alors il y a des joueurs qui le trouveront un petit peu trop guidé avec une absence d'axe vraiment stratégique différent, c'est-à-dire que c'est le problème des jeux à séquence, c'est-à-dire que dans le jeu, on doit faire toujours la même chose. On doit aller étudier des espèces pour pouvoir ensuite les amener au musée, pour gagner soit de l'argent, soit de des points sur la piste de théorie de l'évolution qui nous amène des points de victoire. Ouais. Et donc en fait, ça va créer une séquence. On va visiter les îles, on étudie les espèces, on les ramène au musée, on gagne des trucs. Voilà. Et donc en fait, ça, c'est tellement central dans le jeu que
tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est là pour agrémenter. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont venir en supplément, mais qui ne peuvent pas servir d'axe stratégique. On peut pas se dire, je vais baser ma stratégie sur le fait de spécialiser mes ouvriers au cours de cette partie. Non, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et on peut pas baser sa stratégie sur les correspondances. C'est pareil. Les correspondances, ça vous amène des actions en plus. Ça va pas vous permettre de gagner la partie au final. Et donc, c'est ça qui, je trouve, est assez intéressant dans le jeu, c'est que on propose une séquence qui en plus est très cohérente à mon sens avec le thème et permet de comprendre facilement ce qu'on va réaliser et dans quel ordre on va devoir justement jouer ces différentes actions, mais qui a le défaut de ne pas proposer de diversité stratégique de manière très importante et qui pourtant tout ce qui est proposé, il le fait très bien. Et c'est ça que je trouve assez chouette. Maintenant, bon, voilà, ça reste du jeu très classique. Je comprends que on n'ait pas forcément voulu récompenser quelque chose de trop classique. Et en ce sens, je comprends tout à fait la décision du jury. Il n'empêche que, comme tu disais, il gagne l'As d'or, le Diamant d'or haut la main, mais vraiment très très loin devant ses concurrents parce que c'est un jeu qui reste, à mon sens, qui reste très consensuel. Enfin, ça convient à un maximum de gens. Ouais. Et moi, je trouve que le petit plus qu'il a, c'est que justement, il a énormément de tension à 2 ou à 4. C'est un élément de jeu que moi j'aime beaucoup, notamment sur la ressource centrale qui est l'argent. Je sais que toi, c'est quelque chose que t'aimes un petit peu moins. Alors justement, dis-nous-en un petit peu plus sur ce que t'en penses de ce Darwin's Journey. Moi, il m'a frustré justement par cette tension sur l'argent, ce qui fait que j'ai eu des parties où tu passes à travers et il y a rien qui va et tu subis ta partie en fait, donc t'as moins envie d'y revenir à cause de ça, et puis tout le monde te dit que c'est très bien, donc tu veux y retourner. C'est vrai que cette spécialisation d'ouvrier donnait envie, et après moi cette séquence elle m'a un peu fatigué parce que elle est ultra classique. En fait, je pense que le problème de Darwin's Journey, c'est qu'il est sans aspérité, il est vraiment lisse dans le sens où il fait tout bien. Il fait tout bien, mais il a pas ce petit côté qui accroche un peu, ce petit côté où ça rappe, quoi, tu vois. Et du coup, t'as envie d'en faire 2, 3, mais au bout d'un moment, tu fais, ça tourne, quoi. Enfin, il tourne, mais il n'y a pas ce côté où il y a un truc qui part un peu en cacahuète pour que justement ça te donne vraiment envie de faire. Il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas de moment où tu te dis, oh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je reviens sur mes grands classiques. Dans Brass, il y a des coups incroyables qu'on voit arriver de nulle part, qui fait que c'est des classiques, mon gars, qui fait que tu t'en souviendras tout le temps. Et c'est puis les joueurs se regardent, ils font qu'est-ce qui vient de se passer. Là, dans Darwin, t'auras pas ça, parce que on est dans notre séquence assez classique et le jeu avance comme un bateau qui avance sur l'eau. Si tu veux. Il y a les voiles, il glisse sous le vent et c'est parti, quoi. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Voilà. Il y a pas de, c'est pas un jeu qui crée des souvenirs. Ça, je suis vraiment d'accord. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas quelque chose dont tu vas te souvenir très longtemps. Moi, j'en ai fait plein de parties et je suis pas vraiment capable, mis à part le dire que Lily m'a battu sur presque toutes les parties. Mais en dehors de ça, je me souviens pas de grand chose. Et c'est vrai que voilà, c'est pas très marquant. Je suis d'accord avec toi. Comme je sais, il y a pas de quelque chose qui va faire la différence. Il y a pas d'histoire, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a pas de sentiment, il y a pas d'émotion qui se crée. Outre mesure, en fait. C'est ça qui me dérange le plus dans ce jeu-là. Et qui a fait que, rapidement, je l'ai laissé de côté, je suis passé à la suite, quoi, personnellement. Donc, pour moi, il gagne pas. Alors, il gagne le Diamant d'or, c'est très bien. Là, il gagne pas, ça me dérange pas. Tout le monde l'a vu gagnant, clairement, parce que justement, il fait le job et il le fait très bien. Et puis surtout, tout le monde le voit gagnant parce que c'est bizarre, mais personne ne veut dire la Familia va gagner, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens, ils se disaient, si je dis que la Familia gagne, je vais lui porter la poisse. Il y avait vraiment un truc, j'ai réellement cru que c'était l'impression des gens. Et du coup, tout le monde voit Darwin's Journey gagnant, parce que comparé quand même au Château Blanc, lui, c'est un jeu expert. Voilà, c'est ce que je dirais. Ouais, je vois très bien. Et justement, La Familia, un jeu de Maximilian Mariatil, illustré par Weberson Santiago et édité en premier lieu chez Feuerlandspiel. Il a été localisé en français par Super Meeple, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir choisi et d'avoir pris le risque, on va dire, de localiser ce type de jeu. Romain, là-dessus, on va être beaucoup plus d'accord que sur Darwin's Journey. Vas-y, je te laisse commencer. Il y a moyen. Allez, c'est parti. La Familia, déjà, il y a un truc qui est incroyable, c'est que c'est 4 joueurs uniquement. J'en ai marre de lire à longueur de journée, puisqu'il faut que je modère les groupes Facebook, j'en ai marre de lire des gens qui font « ça va enlever plein de monde ». Il y a eu un retour là à Facebook, il y a quelqu'un qui a fait un vlog, j'ai perdu son nom, je suis désolé. Et il fait « La Familia, c'est long ».
Alors déjà, les jeux experts longs, il faut m'expliquer. Et il fait, et c'est 4 joueurs uniquement, ça va retirer 90 à 95% des joueurs possibles qui pourraient y jouer. Alors déjà, d'où sortent ces chiffres? Bon, ça c'est notre grande classique, mais hors sort Les de chiffres. là, arrêtez quoi. Enfin, on est 4 à table assez souvent, on joue à 4. Enfin, Bien sûr. c'est pas possible. C'est parce que c'est 4 only que ça marcherait pas. Je l'achète pas parce que je peux le jouer qu'à 4. Non, faut arrêter les bêtises quoi. Donc 4 seulement, c'est un parti pris incroyable et je remercie vraiment l'éditeur originel et Super Meeple d'avoir pris le risque d'y aller. En plus, il ajoute encore un truc, il se dit on va faire 4 only. Non, on va faire du coop, on va faire 2 équipes de 2 Exactement. qui se tapent dessus. Enfin, il y a tout qui est fait pour que ça marche pas et ça marche super bien. Absolument. Parce que dans la Familia, il y a pas ce qu'il y a pas dans Darwin, pardon. Il y a des émotions, il se passe quelque Il y a chose, des histoires. on échange, on discute, on regarde les autres du coin de l'œil. Les combats, c'est du bluff. Je déteste les combats. Ne me mettez jamais sur un 4X, je déteste ça. J'adore la Familia parce que dans la Familia, quand je perds un combat, c'est à cause des cartes. J'ai mal lu les cartes. Et puis t'as ton collègue à côté dans ta team qui te fait c'est pas grave mon bonhomme, on va les démonter juste derrière. Alors moi j'ai vu des parties où il y en a un, il fait que des mauvaises décisions. Vendetta disparu, mais c'est pas grave. Enfin t'as vécu une Vendetta dans la Familia. Qui peut se targuer d'avoir vécu ça? Moi je l'ai vécu. Et du coup il se passe des choses folles dans ce jeu. Alors c'est vrai que ça peut être long parce qu'on discute, mais quand tu passes une soirée avec des gens agréables à discuter, qu'est-ce qu'on a à secouer? Bien ça sûr. dure 4 heures. Tout à fait. Voilà. Donc encore une fois c'est un argument que je balais du revers de la main. Dans la Familia il se passe des choses folles et il y a une ambiance de dingue à chaque fois. Il vous faut les joueurs. C'est toujours la même chose sur des jeux comme ça, des jeux avec de la négo et ce genre de choses. Il vous faut les joueurs qui sont dans le mood. Si vous les avez pas, c'est clair que ça peut tomber à plat. Mais oui, la proposition est dingue. Alors on a discuté pas mal avec l'auteur. Il a mis 13 ans à faire le jeu, donc on sent que ça a travaillé dur et longtemps. Solide, bien sûr. Ça a pas dû être simple à sortir. La méca de préparation est vraiment chouette. Alors nous on était persuadés que Mania Storm avait inspiré la Familia. Pas du tout. Vu qu'il met 13 ans à sortir la Familia, c'est Mania Storm qui sort en cours de route. Ça m'a rappelé Solenia chez Monsieur Seb Dujardin. Oui. Pearl Games, qui reprend une des mécas de Black Angel. Black Angel, exactement. Et du coup, on se dit c'est Solenia qui inspire. Non, c'est Black Angel qui fait que l'autre s'en va. Enfin bref, on a le même principe. Si vous connaissez les deux jeux, vous voyez de quoi je veux parler. Et donc dans la Familia, on a tout ça qui fait que ça fait un jeu incroyable, d'une audace folle. Et donc ce moment, je pense que je m'en souviendrai très longtemps. Quand je crois que c'est Nat du jury nous dit on a choisi de récompenser l'audace. Oh là là. On est en train de jouer. On a tout arrêté le instantanément. Changement de couleur. Et pendant 5 minutes, tout le monde était vraiment. On était comme des fous. Et puis ça fait tellement plaisir parce que personne n'y croyait. On le voulait, mais on n'y croyait pas. Vraiment, tout le monde voulait qu'il gagne, mais personne n'y croyait. Exactement. C'est pas possible, il est vraiment trop atypique. Et ça fait plaisir parce que ça montre que le jury, en plus, a des choix forts, qu'il les assume. Oui. Et enfin, j'attends qu'une chose avec impatience, c'est l'As d'or de l'année prochaine pour voir quel choix ils vont faire. Exactement. Maintenant, comme on a dit juste avant, je suis de nouveau très intéressé. Et vas-y, dis-nous tout. Viens dans mon sens. Je viens te chercher. Je vais clairement surenchérir. Hein. Bon, t'as dit beaucoup de choses. Hein. Je pense que je te rejoins sur les trois quarts des points, hein, clairement. Moi, en fait, ce qui me fascine dans la Familia, au-delà du format, du 2 contre 2, de toutes les audaces que t'as déjà citées, c'est moi c'est le système de combat qui me fascine parce qu'en fait je trouve que le jeu déploie quand même beaucoup, hein. Il y a énormément de choses. Alors certes le système de manche est assez simple parce qu'il y a que 2 phases. Dans la première phase il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions différentes, il y a de la programmation, il y a de la gestion de ressources, on va pouvoir partager un certain nombre de trucs avec notre partenaire, mais il y a des choses qu'on partage pas. Je trouve il y a quand même une certaine complexité, hein, au niveau du jeu. On n'est pas loin des 4 sur BGG en termes de poids. C'est justifié, hein, c'est quand même assez costaud. Et à côté de ça, donc à côté de tout ce bruit, entre guillemets, toute cette masse de données, d'informations, on a le combat. Et le combat, c'est
3 petites cartes microscopiques vraiment par rapport à toute cette masse d'informations. On a juste 3 cartes qui sont les mêmes en plus pour tous les joueurs et qui va permettre de faire un truc extraordinaire. Ce système de bluff justement de est-ce que je récupère ta carte, est-ce que tu récupères ma carte, et qui va tout faire en fait dans le jeu. Et c'est franchement en termes d'image, j'ai l'impression de voir un énorme vase très très lourd en fonte, machin, qui est posé sur un tout petit raccord comme ça en carton, en plastique très fin, et ça tient. Et ça tient de fou, vraiment ça fonctionne et ça fait même tout le travail. C'est même justement ça qu'on remarque. C'est pas l'énorme bol, l'énorme travail qu'il y a autour et tout ça. Moi c'est ça que je remarque en premier parce que c'est l'élément clé du jeu et c'est ça qui fait que tout le jeu arrive à tenir complètement debout. Et je trouve ça vraiment mais fabuleux, j'adore ça. Et donc la contrepartie de ça, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut que vous trouviez les joueurs pour plusieurs choses, hein. Il faut que vous trouviez les joueurs d'abord parce que c'est un jeu effectivement qui est très long et surtout qui implique des phases de discussion dont à mon sens on peut pas vraiment se passer. Alors j'entends que des joueurs arrivent à jouer rapidement et tout ça et à pas trop discuter et chacun prend ses décisions machin, et au final ça devient un jeu à 4 plus qu'un jeu à 2 contre 2. Bon, peut-être que les Eurogamers purs et durs vraiment vont être dans cette direction-là et faire les meilleurs choix pour eux et éventuellement faire les meilleurs choix pour leur partenaire et donc l'équipe disparaît, mais bon. Donc je trouve que cet aspect-là, on peut pas s'en détacher ou alors on vit pas l'expérience à 100%. C'est mon point de vue, mais voilà, c'est ce que j'en pense. Donc il vous faut déjà les joueurs pour ça. Et il vous faut aussi les joueurs pour ce système de combat. Parce que, certes, on peut le contourner. Effectivement, il y a quand même une alternative possible. Quand vous faites du combat, vous pouvez dire je joue pas avec les cartes, je choisis de sacrifier des troupes et je joue safe à fond. Je suis pas sûr que ça puisse vous apporter la victoire, mais c'est une possibilité. Il n'empêche que... combat comme ça... en général, ça chouigne. Hein. Pourquoi tu fais ça? Non, mais exactement. On joue aux cartes, bordel. Exactement, il faut que ça joue aux cartes. Alors, sauf si vous avez une supériorité numérique, mais c'est bien parce qu'il a mis la barre qui est suffisamment haute. Il faut que vous perdiez 2 troupes avant de faire du 1 pour 1. Donc, il faut vraiment que vous arriviez avec une masse de troupes qui est quand même assez importante. Ou alors, il faut que ce soit un finisher, je sais pas, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui crée ça. Et effectivement, ce combat, le problème, c'est que si vous avez des joueurs qui n'arrivent pas à s'imprégner de ça, ça fonctionnera pas. Ça va bloquer. Si vous avez des joueurs qui comprennent pas cette phase de combat et qui ne jouent pas le jeu à ce moment-là, ça balaie en fait complètement les histoires qui peuvent être racontées par le jeu. Et je trouve que voilà, c'est dommage. Donc c'est exigeant en termes de joueurs, c'est exigeant en termes de configuration, en termes de temps, en termes de préparation, de règles, de tout ce que vous voulez. Mais ce qui en ressort, c'est vraiment une expérience unique et totalement différente de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, la Familia, moi je suis extrêmement content, d'autant plus après avoir rencontré l'auteur qui est vraiment une chouette personne effectivement. Mais on est très très satisfait de ce choix du jury et donc bravo. On est encore plus satisfait de la surprise. Oh là là. La surprise incroyable. De l'annonce. Incroyable. C'est des choses qu'on va je pense qu'on va se rappeler tout de suite. C'était magistral. On s'est régalé. Vraiment, juste pour ça, merci pour cette expérience, cher jury de l'Asdor. J'espère que le membre du jury au minimum regardera cette vidéo parce que on l'enverra à Pénélope, on lui dira regarde au moins ce passage-là, s'il te plaît. Regarde, on est sympa. Non mais je pense qu'ils regarderont en plus une vidéo de critique sur l'Asdor, ça peut les intéresser. Enfin bref, bon voilà, pour cette catégorie expert. Et on continue et on termine, on enchaîne avec l'Asdor jeu de l'année, la catégorie centrale. Hein. Donc 3 jeux, encore une fois, sur les traces de Darwin, le deuxième Darwin de cette sélection. Perfect Worlds et Trio, le grand gagnant, enfin le grand gagnant pour Cocktail Games. Mais bon, commençons par Sur les traces de Darwin, un jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier, illustré par David Sidbon et Maud Briand, et le tout édité chez Sorry We Are French. On est sur un jeu de société avec des tuiles à ramasser pour construire son tableau de tuiles, essayer de faire matcher tout ça. On repart sur Darwin, sur les espèces, sur tout ça. Ça se prend en main facilement. Oui. Et puis voilà, quoi, pour vous en faire un tour rapide. Ben, dis-nous tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça se prend en main très facilement. Moi, c'est le premier point que je note, c'est que c'est très accessible. En fait, sur les traces de Darwin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi accessible. Donc ça, c'est très bien. Il y a 7 ans et plus qui est noté sur la boîte. Donc effectivement, je pense qu'on peut descendre assez bas. C'est très accessible parce que la mécanique centrale est
extrêmement simple. En fait, à son tour, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une tuile, on la met dans sa grille, en plus ça correspond avec les couleurs et les dessins qu'il y a dessus, et on fait avancer le bateau, et c'est terminé, ça s'arrête là. Et donc, c'est extrêmement simple en fait ce qu'on va réaliser, on va faire ça 12 fois chacun, de manière à avoir 12 tuiles chacun dans sa grille, et le jeu s'arrête. Et ensuite, on va simplement avoir un petit décompte de points selon différents critères, mais concrètement, ce qu'on doit faire à son tour de jeu, c'est extrêmement simple. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait jouer n'importe comment, entre guillemets, et quand même marquer un certain scoring. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que on peut se dire, moi je vais collectionner les animaux, je sais pas, du continent américain, ou je vais collectionner les insectes, ou voilà par exemple, et donc ça rend le jeu très très accessible et très très facile à prendre en main. Donc ça c'est déjà un gros point fort à mon sens, cette accessibilité. Je trouve que voilà, effectivement l'iconographie, le matériel, l'édition en fait d'une manière générale aide le jeu à ce que ce soit d'autant plus accessible parce que tout est impeccable. En fait, il y a rien à redire sur ce jeu. Le matériel, l'objet, on va dire, est superbe, je trouve. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même une forme de stratégie à adopter, c'est-à-dire que non seulement on va essayer bien sûr de maximiser notre score en fonction des tuiles qui vont sortir, en fonction des petites tuiles de scoring avec les rubans rouges justement qui vont permettre de marquer, qui sont des multiplicateurs en fait de points, et on a en même temps cette possibilité de jouer avec les autres, parce qu'on pourrait se dire bah dans ce cas-là c'est juste un puzzle game et on se retrouve un petit peu dans le cas d'un jeu de cartes où on joue chacun dans notre coin, à la fin on compte les points, alors qu'en fait pas tout à fait, parce que en fait c'est du draft ce qu'on fait, ça revient quasiment à du draft de cartes, et donc dans du draft de cartes on a la possibilité de supprimer quelque chose qui intéresse le joueur suivant, et c'est ça qu'on va essayer de faire dans Darwin. Non seulement on va essayer de construire la meilleure grille de notre côté, et on va en plus essayer de faire en sorte que les autres n'aient pas l'opportunité qu'ils cherchaient, justement en récupérant soit des tuiles dont ils avaient potentiellement besoin, soit en amenant le bateau de telle manière qu'ils vont pas pouvoir récupérer encore ce tour-ci ce dont ils ont besoin, et ainsi de suite. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très très bien, parce que c'est léger, on peut décider de jouer avec ou non, et voilà, ça fonctionne très bien comme ça. Donc voilà, c'est tout des trucs que je trouve qui fonctionnent très bien. On peut citer aussi le fait qu'il y ait très peu de rule breakers, ça aide encore à l'accessibilité, donc le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui viennent casser la règle d'origine, le tour de jeu de base. En fait, on a juste ces petits personnages, on peut en dépenser un à notre tour, soit on déplace le bateau d'une case en avant en arrière, ou alors on peut renouveler carrément toute une ligne de tuiles. Voilà. C'est les deux seuls changements de règles en fait qui se font au cours de la partie. Il n'y a pas d'autres trucs qui peuvent arriver, des cartes ou des tuiles ou que sais-je qui vont pouvoir donner des pouvoirs supplémentaires, et donc ça c'est très bien. Et on peut citer également l'aspect plus stratégique et la façon en fait dont on va placer nos tuiles. On peut les empiler. Il y a un système de boussoles multiplié par des cartes. Les cartes doivent être visibles dans le tableau, pas les boussoles. Donc on peut recouvrir plus facilement les boussoles. Donc en début de partie, peut-être qu'on va prendre plutôt des boussoles et en fin de partie plutôt des cartes. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de dimensions dans ce jeu, et j'aime beaucoup y jouer. J'en ai fait plein de parties. Je sais pas si j'y jouerai à plus de 3. Ça c'est sûr que le jeu est fait pour être joué jusqu'à 5. Je trouve que le problème du 5, c'est que ton tour revient, et ben la grille a plus du tout la même tête quoi. En fait, ça a plus de sens. Je pense qu'à 4 il se passe sensiblement la même chose. J'ai joué à 2 et à 3, j'ai trouvé les deux expériences superbes, et donc j'adore le jeu tel qu'il est fait là maintenant. 2 fois superbe. Et ouais, c'est superbe. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, qu'est-ce que tu dis de tout ça, toi, Romain, justement? Voilà, je suis bloqué là. Non, je déconne. C'est un jeu. Alors moi, ce que je vois, c'est la sélection des 3 qui sont totalement différents. Et lui, c'était le jeu de société, avec des points de victoire, avec chacun joue un peu plus dans son coin. C'est pas un party game, on peut clairement le dire. Et lui, c'était le jeu de société, c'est-à-dire celui où on s'assoit autour de la table, on a des tuiles, du matériel de jeu de société, et on joue un jeu de société avec des points à la fin et notre réflexion un peu dans notre coin où on va réfléchir et tout. Comme tu l'as dit, on pense quand même à ce que font les autres. Donc c'était cet axe-là. Si lui gagnait, c'est que le jury avait décidé que on partait sur on veut récompenser un jeu. Il a pas gagné, donc à mon avis c'était pas l'esprit du jury sur ce coup-là. Il est vraiment joli, il est vraiment chouette aussi. Ouais, je le trouve très chouette. 5 aussi, je pense que non. À 4 aussi, la grille pousse très fort par rapport à ce que tu peux faire. Comme tu as dit, il est extrêmement accessible, c'est-à-dire que on peut faire jouer n'importe qui, on peut vraiment faire jouer quelqu'un qui découvre les jeux de société complètement. T'as fait un Monopoly, une bonne paye, c'est pas grave, je te mets sur Darwin une journée,
Tu vas voir, les règles sont très simples. Tu choisis une tuile parmi 3, voilà. Et maintenant, tu essaies de faire matcher. Bon, bah ok, je crois que j'ai pigé ce que je dois faire. T'inquiète pas, t'as compris. Et pourtant, des joueurs comme nous vont quand même y trouver quelque chose et on va quand même avoir envie d'y aller et d'y retourner. Parce que malgré, comme t'as dit, on va essayer où est-ce que j'envoie le bateau pour essayer de bloquer les autres joueurs qui viennent après moi? Est-ce que j'utilise mes petits pions de personnages pour bouger un peu le bateau? Est-ce que je recours? Est-ce que je joue les boussoles, les machins? Il y a plein de trucs possibles. Et est-ce que je prends un scientifique? Les scientifiques, eux, ils rentrent pas dans le plateau, donc ils donnent moins de trucs, de bonus de lignes et de colonnes, mais ils donnent des gros bonus sur le coup. Enfin, il y a plein de choix. Il y a plein de micro-choix qui font que le jeu, il se passe quelque chose, mais ils ont réussi à faire quelque chose d'extrêmement fluide, ce qui fait que tu le joues très facilement, en fait. Et le tour de force, c'est quand même incroyable. Le dev derrière a dû être assez fort pour en arriver là. Solide. Donc, on a vraiment un chouette jeu. Et c'était juste que cette année, il y avait 3 voies possibles et le jury a pas pris cette voie-là. C'est pour ça qu'il gagne pas. Mais le fait qu'il soit dans la sélection fait quand même que, comme pour le diamant, comme pour le G1, il y a une liste, il y a 3 jeux, les gens font, bon, bah, si ça se trouve, il est 3e des 3, les gens font, bah, c'est qu'il est mauvais. Non, 3 jeux sur combien? Ils vous l'ont dit, le jury de l'Asdor, ils ont joué chacun 12 ou 13 jours complets de 24 heures s'ils avaient tout mis bout à bout, donc ils ont dû en jouer des jeux quand même. Donc ça veut dire qu'il est dans les 3 parmi énormément de jeux, il est quand même dans le trio, quoi. Voilà, pour donner encore un petit élément sur trio. Très bien. Et je reviens juste sur un truc parce que tu disais c'est le jeu de société parmi les 3 de la sélection. Moi, je sais pas si je le définirais comme ça. À mon sens, les 3 sont des jeux de société. D'ailleurs, tous les jeux de la sélection de l'Asdor sont des jeux de société. Pour moi, en fait, là où ça fait la différence, et je suis d'accord avec toi, il y a des points de victoire, il y a du matériel, on manipule, machin. Et c'est vrai que, à mon sens, Darwin, sur les traces de Darwin, c'est un jeu de société de type Eurogame, avec des points de victoire, avec un système justement où on va jouer tour par tour, où on est en compétitif et tout ça. Pour moi, c'est ça la différence. C'est pas tant que ça c'est un jeu de société et les 2 autres n'en sont pas. C'est plutôt que lui, c'est un petit Eurogame et que les 2 autres n'en sont pas. C'est des choses différentes. On va réussir à pas être d'accord. Ah oui, tu trouves vraiment que tu mettrais pas Perfect World dans les jeux de société? Ok. Eh ben, les 2 autres, je les mets dans quelque chose de plus instantané. Comment t'expliquer ça? En fait, pour moi, la catégorie Asdor, c'est vraiment la catégorie qui s'adresse à des personnes qui sont en train de découvrir le monde du jeu de société. Donc, Darwin Journey, il va être dans la suite, alors on va faire vraiment du très gros et du très pâteau, il va être dans la suite de la bonne paye, il va être dans la suite du Monopoly, des jeux où je réfléchis, je joue dans mon coin, il y a des points à la fin. Perfect Worlds, il va être dans la suite, alors moi le Scrabble, je le joue en party game parce qu'on doit créer une histoire, bref, il va être dans la suite des jeux, c'est très moche ce que je vais dire, je m'en excuse par avance, mais dans la suite des jeux à la blanc manger coco, des jeux où il y a des idées et on le joue à l'apéro, ouais je sais, pas oublier le thème de blanc manger coco, écoutez la suite, où on le joue à l'apéro, on le joue avec des potes, mais pour rigoler à un moment donné. Et Trio, je vais le mettre dans les Uno et toute cette famille-là, des jeux qu'on sort en 5 minutes pour jouer avec la famille, des amis, les enfants, pour se faire une petite partie entre potes. Voilà comment j'ai défini ces 3 catégories. Et Uno et Blanc Manger Coco ne sont pas pour moi ce que j'appellerais, ce que les gens, enfin, ce que j'ai l'impression que les gens appellent des jeux de société. Jeux de société, ça va être Monopoly, Bonne Paye, Risque, des choses comme ça. Des choses avec un matériel vraiment défini. Ah ouais, je vois mon truc. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, voilà. Mais je prends pas le même terme. Eurogame, c'est déjà un mot qui correspond plus, en fait, dans cette catégorie. Ah ouais? C'est un mot qui est complètement étranger aux gens qui sont dans cette catégorie-là. Ah non, mais alors ça, c'est certain. Ça nous parle. Ça leur est étranger, voilà. Ça peut-être, c'est certain, mais n'empêche que voilà, moi, si je devais catégoriser tout ça, je mettrais effectivement Darwin dans la catégorie des Eurogames, Perfect Worlds dans la catégorie des jeux de mots, et Trio dans la catégorie des jeux d'ambiance, en fait, des jeux. Mais pour moi, ça reste, absolument. Ça fait partie de l'ensemble jeu de société, quoi. Mais j'entends cette classification, j'entends bien. On va continuer donc avec Perfect Worlds de Paul-Henri Argiot, illustré par Christine Alcouf et édité par Tiki Édition. Tiki, petit éditeur qu'on salue d'ailleurs, qui ont repris la main sur Tichou notamment. Et donc Perfect Worlds qui était un jeu, le jeu de mots, on va dire, de cette catégorie Asdor jeu de l'année. Catégorie avec laquelle je suis pas trop, les jeux de mots avec lesquels je suis pas trop familier pour ma part, mais qu'on a pu expérimenter un petit peu et on a vu effectivement tout le potentiel de Perfect Worlds que je te laisse développer justement, Romain.
Perfect World, c'est mon That's Not a Hat de l'année. C'est-à-dire que c'est le jeu vers lequel je ne serais jamais allé sans sa sélection. Ça, c'est sûr. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais remercier le jury de l'As d'Or du fond du cœur parce que j'ai découvert un truc incroyable. Perfect Worlds, je l'ai dit au gars, je l'ai dit sur Facebook plusieurs fois, il a ringardisé pour moi tous les autres jeux de mots à créer dans ce genre-là. Parce que la phase 1 de la manche, qui est la création du tableau de mots dans lequel on va mettre les mots et on met des mots qui nous font deviner des mots, si vous voulez, une sorte de mots fléchés qu'on est en train de créer, et ben cette création, elle est incroyable. C'est un party game puissance 1000, ça rigole dans tous les sens. Le mec rajoute un mot, ça n'a plus aucun sens, sauf pour lui. Lui, ça lui paraît tout à fait clair. Il voit la tête des autres joueurs, il fait « je vais te faire une belle connerie ». Et en plus, on peut remettre des mots dans les mots, on peut revenir en arrière avec comment on met les tuiles de mots à deviner. C'est incroyable. Cette phase 1 est folle. Je pensais que la phase 2, du coup, sera un peu plate parce que, on repart dans notre coin pour deviner. Pas du tout. En fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est que ça griffonne très très vite. Ça réfléchit pas trop parce que tu as eu le temps de réfléchir avant. Ça griffonne très vite parce que ça a qu'une envie. Les joueurs n'ont qu'une envie. C'est d'aller voir si les autres sont bien avec eux et s'ils ont compris comme eux. Et donc, il y a une phase 3, en fait, qui est la phase de résolution, que je l'ai pas vu trop arriver, qui est incroyable, encore une fois, parce que ça rigole encore puissance 1000. Enfin, t'as mis quoi? J'ai mis un Hind, parce qu'une machine de guerre, c'est un hélicoptère russe, les gars. Et les autres te mettent, non, moi j'ai mis une arbalète, ça me paraît logique. Et il y en a qui viennent te mettre un robot. Et je pense qu'on va s'en souvenir longtemps du robot contre l'hélicoptère russe. Non, attendez, l'hélicoptère. Mais ça fait que Perfect Worlds, c'est quelque chose de totalement incroyable, et ça marche de fou en fait. Et j'ai compris instantanément pourquoi il était là et que il avait pas loupé sa place dans le truc parce que il fait le taf, il le fait tellement bien. Je l'ai acheté parce que il fallait les jouer et qu'il fallait avoir un avis et il est pas prêt de sortir de ma ludothèque. Et par contre les autres jeux avec des mots, je pense qu'au fur et à mesure ils vont disparaître. Ils vont être écrémés. Lui à mon avis il y a d'autres jeux qui vont s'en inspirer dans pas longtemps parce qu'il a vraiment mis la barre très très haut quoi. Voilà. Écoute, je te laisse essayer de trouver des trucs en plus. Non, mais je te rejoins complet sur le fait que ça marche instantanément. Je suis d'accord. Moi aussi, première partie que je joue, on pose les premiers mots et là je me dis tout de suite, ah ouais, ok, c'est ultime comme jeu. En fait, on va se régaler à fond. Et donc, effectivement, ça n'a pas loupé. En fait. C'est pareil, c'est encore une fois un jeu qui est très très accessible parce que c'est des choses qui parlent à tout le monde. Tu parlais des mots fléchés tout à l'heure, effectivement ça reprend ce principe-là, ce qui fait qu'on peut jouer avec toute la famille et très facilement en fait, c'est abordé très rapidement. On peut jouer avec des profils de joueurs qui sont à mon sens très différents. C'est-à-dire que nous on est capable de se régaler là-dessus mais vraiment à fond. Je pense qu'on peut jouer avec des gens qui jouent à des jeux plus classiques. Effectivement tu parlais du Scrabble tout à l'heure, ça peut être quelque chose comme ça, même avec des gens qui juste font les mots fléchés dans le magazine dans Télé 7 jours quoi. C'est un peu le même système, c'est-à-dire que là on va le faire en commun et en plus on va rigoler. Donc génial quoi. Enfin super. C'est vraiment ce qu'on attend et je trouve que voilà, ça fonctionne tout de suite. Comme tu dis, ces deux phases là, elles sont toutes les deux sont bien en fait. Alors je vous encouragerais à pas y jouer à trop parce que ça peut vite être un petit peu long, je trouve, sur la première phase, le temps que ça discute un petit peu, si tu mets ça là, machin et truc, allez-y rouler un petit peu quand même sur la première phase et ensuite vous prenez peut-être un peu plus de temps pour écrire les mots et après vous dévoilez et c'est là où c'est ultime quoi. Enfin je veux dire, on se régale complet, il y a des blagues dans tous les sens et donc voilà, c'est super bien parce que c'est tout simple, le matériel est bateau, mais vraiment, on peut le faire avec des feuilles, quoi. Je veux dire, c'est très 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 simple à mettre en place. Il y a besoin de rien, quoi. Il y a besoin d'un crayon et de feuilles de papier. Donc voilà, c'est superbe. J'ai pas grand chose de plus à dire, quoi. Voilà. En plus, c'est rapide. On peut en faire plusieurs parties. Ça s'adapte à tous les types de joueurs. Voilà. Je pense que vous pouvez très vite faire la différence entre vos amis qui ont de l'humour et vos amis qui ont pas trop d'humour avec ce type de jeu. Si ça rigole pas, vous pouvez vous dire ceux-là c'est pas des marrants, allez tout de suite. Non, on va faire des jeux sérieux. Non mais c'est ça, mais voilà, je trouve quand même que ça se marie bien en fait avec tout le monde et c'est ça qui est assez incroyable. Alors si je dois rajouter vas-y, je t'en prie. Un tout dernier petit point, c'est que lui, il était sur une deuxième voie, il remplit comme Darwin, il remplit le cahier des charges As d'Or, accessible, bien malin, sûr. on a envie d'y revenir.
fluide et tout. Et lui, il partait sur la voie de ce party game, cette ambiance autour de la table. Alors, il est instantané, mais il est pas instantané. C'est-à-dire qu'il est très rapide à prendre en main, mais la première fois que tu vois ces mots qui se combinent, tu piges pas tout de suite. Parce que le troisième, lui, est totalement instantané, c'est incroyable. Donc, il est très rapide à prendre en main, il remplit le cahier de l'As d'or, et il est dans le party game plus. Il est dans ce party game où on réfléchit un petit peu. Tu peux aussi avoir un problème dans ce type de jeu-là, souvent. C'est ce que j'ai discuté avec plusieurs auteurs et tout, c'est que les jeux comme ça, il faut une culture G commune. C'est-à-dire que si je, si je le fais avec des gens qui ont moins de culture G ou pas la même que moi, tout simplement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à fond dans les mangas et tout ça, et une autre personne qui, elle, est à fond dans la littérature plus classique, ils vont avoir du mal à se retrouver et du coup, ça peut ne pas fonctionner. C'est un peu les soucis de ces jeux-là. Après, tu vas un peu sur des espèces de terrains communs. Oui, tu t'essayes quand même d'aller sur des terrains communs et en principe, tu joues avec un groupe de joueurs où vous avez au moins quelque chose qui vous est commun, un trait commun. Maintenant, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça peut ne pas fonctionner peut-être. Oui, c'est possible. Par contre, je dirais exactement l'inverse, tu vois, de ce que tu disais. Sur l'aspect instantané, pour moi, Trio est moins instantané que celui-là. À mon sens, celui-là est vraiment, c'est vraiment, c'est tellement simple ce qu'on va y faire. Il y a pas du tout de barrière de règles et tout ça. Je trouve que dans Trio, il y a justement quelque chose qui empêche d'avoir ce plaisir instantané, c'est que il faut avoir saisi les règles et la phase de jeu. Et ça, je trouve que c'est pas toujours, en tout cas je l'ai joué avec plein de groupes de joueurs différents. Ça n'a pas toujours marché du premier coup. Et là, je trouve que sur Perfect Worlds, en fait, je vois pas comment ça peut ne pas prendre immédiatement. Et c'est ça que je trouve très chouette en fait dans le jeu, que je trouve vraiment beau. Mais bon, on va pouvoir détailler un petit peu plus ce qu'on pense de Trio. Bien sûr. De toute façon, on y arrive justement. Bah oui, on y arrive tout de suite, tout droit, exactement. C'est parti. Allez, on termine donc avec le jeu de l'année, Trio. Un jeu de Kaya Miyano, puisque au départ c'est un jeu japonais qui s'appelle Nana, mais qui a été tellement retravaillé par l'équipe de Cocktail Game que clairement Trio c'est autre chose, je trouve. Illustré par Laura Michaud. Et donc on est sur un jeu de cartes avec une règle simple, il faut créer des trios. Il y a 12 cartes dans le jeu, 3 fois chaque, donc ça fait 36 en fait, il y a de 1 à 12. Et vous allez demander les cartes plus haut ou plus bas à un joueur, et tant que vous créez un trio, vous continuez à jouer. Si vous l'avez créé, félicitations. 3 trios, fin de partie. Voilà, c'est tout simple. Ben, je te passe la main sur pourquoi Trio gagne l'As d'or. Je pense que je pense que ça a mis à peu près tout le monde d'accord. À mon sens, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que c'était lui qui devait gagner. Je suis d'accord avec toi. Perfect Worlds avait peut-être une chance. Sur les traces de Darwin, c'est pas qu'il avait pas sa chance, mais c'est-à-dire que pour moi, il était presque dans une autre catégorie. En fait, il aurait presque dû avoir ce petit cran joueur supplémentaire qui l'aurait fait rentrer dans l'initié et qui lui aurait permis peut-être de gagner la catégorie initiée. Mais bon, en tout cas, il y avait Faraway, bien sûr. En tout cas, voilà, pour Trio, on revient sur les mêmes éléments. De toute façon, on a toujours en fait la même recette à la base, c'est-à-dire que on va chercher une mécanique très classique. Et on la dérive et on en fait quelque chose de nouveau, d'original et qui va faire en sorte que on va intéresser les joueurs sur cette mécanique plus ancienne. Ici, qu'est-ce qu'on a choisi de prendre ? On a choisi de récupérer le memory d'un côté et le stop ou encore. Et donc, ces deux mécaniques très classiques que tout le monde connaît, on a déjà tous vu ces deux systèmes fonctionner dans des jeux vraiment très classiques, très anciens et même sur ordi ou je sais pas. Enfin, alors ça c'est quand on était jeune, nous, dans les années 90, on avait des petites associations de cartes qui se faisaient sur ordinateur. Bon, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais en tout cas, voilà, ça me rappelle ça. Et donc, ces mécaniques-là très classiques qu'on connaît tous, on va en faire quelque chose de différent. On va ajouter un petit peu de règles quand même, et c'est ça que je trouve un petit peu intéressant, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand on parlait de Perfect Worlds, où tu disais c'est pas si instantané que ça. Mais moi, c'est sur celui-là que je dirais c'est pas si instantané que ça, parce que il y a quand même un petit peu de... on doit passer par cette phase d'explication de règles. Dans Perfect Worlds, je pose les cartes sur la table, et j'ai même pas besoin d'expliquer les règles, entre guillemets. Je dis, on fait des mots fléchés. Il faut faire des associations. À la fin, on compare les mots qu'on a trouvés et on doit en trouver le plus possible en commun. C'est parti. Alors que dans Trio, je dois expliquer comment fonctionne la phase de jeu. Et c'est ça je trouve qui est un tout petit peu moins accessible à mon sens. Mais voilà. Ensuite, alors,
il y a quand même quelque chose qui me dérange dans Trio, c'est que pour moi, il n'y a qu'une seule configuration qui fonctionne. En tout cas, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse, c'est-à-dire que la partie memory du jeu ne m'intéresse que si elle est dans la main des joueurs. Donc en fait, quand on joue à moins de 6 joueurs, on se retrouve avec une sorte de rivière de cartes au milieu. À 4 aussi, tu distribues tout. À 4, alors ok, en équipe. D'accord. Oui, en équipe, voilà. C'est quand tu joues en équipe que tu l'as pas. Quand tu joues en équipe, tu le retires. Et c'est vrai qu'en fait, si on joue pas en équipe, on a cette espèce de rivière où en fait juste on va aller taper dedans et il faut s'en souvenir. Alors, les cartes sont au même endroit. Bon, voilà. Ça, je trouve ça quand même assez bateau et trop proche là en l'occurrence de la mécanique de base parce qu'au final, bon bah voilà, là il y a pas du tout de dérivé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le jeu en équipe et à 6 de surcroît parce que à 4, le problème c'est que on a un peu le même souci, c'est qu'on se retrouve avec trop de cartes qui sont en 2 exemplaires dans notre main et du coup on peut gagner très vite, trop vite à mon sens. En tout cas, voilà, le jeu à 6, donc 2 contre 2 contre 2, et pour moi le mode ultime, et là ça fonctionne vraiment du tonnerre, parce qu'en plus il y a ce système de, une fois qu'il y a une équipe qui a récupéré un trio, les 2 autres équipes vont pouvoir s'échanger secrètement une carte sans respecter la règle justement de prendre les cartes aux extrémités, donc c'est superbe. Enfin, vraiment, j'adore ça. Et donc, en fait, le jeu se retrouve renouvelé parce que on ne sait pas si on doit faire confiance au joueur, si justement il s'est dit il sait que le 12 est là, tac, je l'ai passé à l'autre, ou inversement. Du coup, il a contre-brain le truc. Enfin, voilà. C'est là où je trouve que le jeu prend toute son ampleur. Et c'est un petit peu dommage parce que sur la boîte, il y a écrit 2.6 et à mon sens, il y a que la config, non, 3.6 peut-être, 3.6, j'exagère peut-être un peu. Mais à mon sens, il y a que la config 6 qui marche. Donc, voilà. C'est un petit peu le défaut pour moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Robin? Qu'il est beau déjà. Il est très très beau, je trouve. Beau. Alors c'est un thème mexicain. À chaque fois que je dis que c'est un thème mexicain, les gens me regardent, ils me font il y a un thème dans Trio. Mais ouais, c'est un thème mexicain, il y a voilà. Mais moi je le trouve très joli, les cartes sont extrêmement colorées. La boîte en fait, elle est faite, enfin chez Cocktail, ils sont très très forts pour ça. La boîte, t'as qu'une envie, c'est de l'acheter. Quand tu le vois, t'as qu'une envie, c'est d'aller le chercher. Moi je le trouve instantané dans le sens où c'est une fois que t'as pigé. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et puis, il y a peut-être le côté aussi, tu files des cartes. Donc, ça peut perdre un peu les gens. Mais je le trouve plus facile quand même que Perfect tu vois. Dans mon esprit. Ouais, je vois. Mais voilà. Mais je te rejoins à 1000% sur la config 6 qui est ultime, qui démonte absolument tout le reste. Bien sûr. J'aime pas la main fantôme memory, moi non plus. Ouais. C'est un truc que j'apprécie moins. Mais il est tellement chouette à 6 et il y a tellement peu de jeux qui marchent à 6 que moi je sais que je le garde. Bien sûr. Parce que quand on est 6, c'est incroyable. Parfait, c'est ça. Enfin, ça rigole fort autour de la table, quoi. Il est dans cette veine. Je trouve qu'il est dans cette veine des Uno, de toutes ces choses-là, du président, de tous ces jeux de cartes qu'on joue en famille. Enfin, je pense réellement que Trio, vu comment il est parti, vu qu'il vient de gagner, je lui souhaite qu'à un moment donné, il devienne dans ces classiques du Uno et de tout ça, qu'il aille les titiller, qu'on fasse à la maison, j'ai Uno, j'ai le 6 qui prend, par exemple, j'ai le 6 qui prend et Trio. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il part tout droit là-dedans et qu'ils ont fait quelque chose qui est vraiment fait pour s'insérer là. Après, t'as dit le reste sur les mechas et tout ça, c'est vrai. Le memory, je te rejoins, c'est un truc qui me plaît moins, mais c'est parce que nous, on n'aime pas ce côté hasard, je pense. C'est un truc qui nous parle moins. Ouais, hasard, et puis devoir se rappeler, on s'en fout, enfin, je veux dire, moi, ça me touche pas. Je pense que le jury est pas allé s'arrêter sur le fait que c'est la 10e fois que Cocktail essaie de gagner. Je pense que le jeu mérite également de gagner. Ah oui, non, mais vraiment. Pour moi, la catégorie jeu de l'année était la catégorie la plus compliquée à pronostiquer. Parce qu'il y avait 3 belles propositions dans 3 voies totalement différentes. Et que ça reposait entièrement sur le jury. Moi, j'étais parti tout droit. J'avais vraiment quasiment aucun doute sur le fait que c'était Trio qui serait sacré. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même cette fameuse malédiction Cocktail Games, tout ça. Donc, voilà, on pouvait pas en pas être. été choqué si ça avait été un des 2 autres au final. Non, pas. Alors, ça t'aurait pas mis sur le cul que ce soit. Ça m'aurait pas choqué, mais ça m'aurait surpris que Darwin soit choisi. Malheureusement, hein, parce que vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais ça m'aurait vraiment surpris parce que je me serais dit c'est redondant. C'est-à-dire que on a des styles de jeu différents et on va choisir de sacrer encore une fois
un Eurogame plus léger, mais un jeu, un jeu à point de victoire comme on l'entend habituellement. Voilà. Et donc je suis content que ce soit Trio qui l'ait emporté, parce qu'effectivement là on est vraiment à fond dans le jeu d'ambiance, avec plusieurs configurations, avec des mechas très classiques, extrêmement accessibles et tout. Et donc ouais, je suis très très satisfait que ce soit lui qui l'ait emporté. Ouais. Bon bah voilà, on est arrivé au bout, on a fait le tour quand même de cet As d'Or 2024 avec les 3 catégories qu'on maîtrise le mieux. Catégorie enfant, moi j'en avais joué que 2 et toi tu les avais pas joués. 0, donc, aucun. Une chose est certaine, c'est que cette année, j'étais persuadé que l'As d'Or ne me touchait plus et ne m'intéressait plus. Tout pareil. Ils m'ont vraiment rattrapé au vol et ils l'ont très bien fait. Je suis assez impressionné, il y a plein de belles choses qui ont été faites. Alors que ce soit du côté du jury qui monte sur scène et qui est sur scène pendant toute la cérémonie, ça rappelle bien sûr la cérémonie de la Palme d'Or. Bien sûr. Donc on voit qu'il y a un côté où ça se professionnalise et où ça améliore, ça cherche. Et j'aime bien quand ça cherche à améliorer comme ça. Il s'est passé de très belles choses sur scène aussi. Cocktail qui fait parler l'auteur en premier, c'est très beau. Super Meeple qui remercie le traducteur. Il y a eu plein de petits moments comme ça, vraiment très intéressants. Il y a eu des moments moins rigolos, mais bon, allez, oublions-les. Des moments un peu plus bizarres, un peu plus comment ça s'appelle, la gênance et tout ça, on va dire. Mais bon, mettons-les sur le tapis. Ça arrive toujours. C'est normal dans une cérémonie de ce type-là. Ça peut pas être nickel chrome, mais il y a forcément des histoires à raconter. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est beau justement, et que bah voilà, il y a chaque année il se passe des trucs différents. Des aspérités, tu vois. Voilà. Exactement, c'est vrai, t'as raison. Les aspérités. C'est ça. C'est ce qu'on retiendra de... Nous, on a fait une erreur, on n'y était pas. Ouais, mais exactement. C'est notre plus grosse erreur. C'est pour ça que ce soir, on a dit qu'on serait beau, tu vois, pour essayer de rattraper le coup. Exactement. Et donc voilà, mais c'était chouette. Même tout le festival cette année était vraiment cool. Il était bien mieux. J'ai trouvé une très belle organisation. L'année dernière, par exemple, les vigiles étaient très agressifs. Là, cette année, il y avait vraiment beaucoup de sourires. C'était plus cool. Il va toujours y avoir la personne qui te dit, moi, le vigile m'a mal parlé. Mais je les ai trouvés bien plus détendus. J'ai trouvé tout le festival détendu. Ça a pas bloqué sur les jauges de personnes. Ouais. Enfin, j'ai senti un vrai travail de la part de toute l'équipe du Palais des Festivals et une vraie montée en puissance et quelque chose de bien plus propre. Mais ils ont pris l'expérience de l'année passée, tu vois. Ouais, ils ont fait justement, ils ont fait un petit peu leur, ils ont appris entre guillemets de ce qui s'est passé. Et non, mais c'est très chouette. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'y croyais pas forcément. C'est de savoir prendre le recul et de savoir dire. Exactement. On n'est pas si bon que ça et on va vous écouter. La remise en question, c'est ça. On va voir ce que exactement. Et c'est très bien fait et c'est très apprécié. Félicitations. C'est très apprécié en tout cas de notre côté. On a vraiment. J'ai vu aucun apprécié. Retour négatif en tout cas. Pareil. Sur l'orga du FI, j'ai pas vu de gros de bashing ou de quoi que ce soit. Et donc voilà, c'était un chouette festival et puis j'espère une chouette émission. Yes. On va vous laisser du coup. Donc c'était Romain et Ben pour les recettes ludiques. Et je suis un enfoiré, je me mets devant moi. Je suis comme ça. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.